Voilà, je commence la séance. Donc bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à la diététique thérapeutique. Je remercie Virginie Dubois qui va vous dispenser cette séance de cours et répondre à vos questions que vous poserez dans l'onglet discussion. Donc quelques mots de présentation. Virginie Dubois a enseigné pendant une quinzaine d'années plusieurs matières du BTS diététique et elle enseigne actuellement la nutrition et l'hygiène à l'université de Créteil. Elle manage une équipe de diététiciens qui travaillent en collaboration avec des médecins en cabinet de ville. Elle est par ailleurs adhérente à plusieurs associations de patients, dont Paris Diabète, Récup-Air, Réniv, Onco 94 et RIPOP. Donc, elle est co-auteure du livre d'exercices et d'annales intitulé « Base physiopathologique de la diététique » qui vient juste de paraître dans la collection Mon BTS Diète. Voilà, donc Virginie, je vous remercie. Je vous laisse la parole. C'est à vous. Très bien, merci Nathalie. Ravie de pouvoir participer à ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas toujours évident, effectivement, parce que je ne vous connais pas, je pense, de ne pas voir les visages. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions, hein, bien entendu, entre les parties. On va organiser donc le webinaire en 3 parties et vous pourrez poser vos questions à chaque fois entre les parties. Donc, le but de ce webinaire est de pouvoir parler des régimes thérapeutiques, une partie évidemment cruciale pour l'examen, que vous allez retrouver notamment dans l'étude de cas, bien entendu, et que vous retrouverez dans l'épreuve de base physiopathologique de la diététique. C'est important de discuter aujourd'hui, je pense, de faire un point global sur les informations que vous devez connaître. On ne va pas évidemment pouvoir entrer dans beaucoup de détails, bien sûr, mais je pense que c'est important d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous devez donc savoir et puis de pouvoir poser des questions sur, je pense, des éléments pratiques et des éléments concrets de comment, par exemple, on peut s'organiser. C'est une partie qui est souvent très chronophage, c'est ce que les étudiants ont plus souvent rapporté, très chronophage parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire, il y a beaucoup de choses à savoir, et puis parfois on est confronté à des maladies où en fait il y a plusieurs régimes en même temps, et donc ça peut être un peu déstabilisant de se dire mince, mon patient est diabétique, il a du cholestérol, il est insuffisant rénal, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence et qu'est-ce qui est prioritaire. Donc on va essayer de discuter un petit peu de tout ça pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Donc, ce que je vous propose pour démarrer, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Je vais mettre au début. Donc là, on avait... Hop. Donc ça, c'est la présentation. Voilà, vous avez les ouvrages que vous connaissez peut-être déjà. Et donc, la partie que nous allons voir ensemble, les 3 parties pardon, que nous allons voir ensemble. Pour démarrer, on va discuter un petit peu de l'organisation des connaissances, que vous ayez vraiment cette vue d'ensemble de ce qu'il faut connaître quand on parle de régime thérapeutique. Un petit cas clinique très bref, en fait, simplement pour initier peut-être quelques réflexions que vous pourriez avoir déjà sur les régimes. Et puis, donc, une 3e partie sur des questions-réponses. Voilà. Alors, les différentes prises en charge. Vous avez dû le voir en tant que diététicien, on doit connaître de nombreuses maladies. Ce sont des connaissances qui sont très exigeantes parce que parfois on n'est pas très loin de cours de médecine à proprement parler. Donc, c'est très important de connaître la physiopathologie, enfin, la physiologie bien entendu, mais aussi la physiopathologie de toutes ces maladies et d'être capable derrière de proposer donc un traitement diététique. Donc, vous avez, très important, tout ce qui est maladies endocriniennes, métaboliques, nutritionnelles, qui sont des maladies qui tombent très souvent à l'examen. Quand on est diététicien, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de prendre en charge une obésité, ça revient très souvent, un patient diabétique, des dyslipidémies, un syndrome métabolique qui permet de traduire d'un risque réel pour la santé du patient, et puis la stéatose. Alors, la stéatose, c'est une maladie, je dirais, relativement récente, en tout cas qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps et à laquelle les médecins commencent à proposer, à orienter en tout cas leurs patients pour des prises en charge.
avec donc ce problème d'un foie gras qui nécessite évidemment donc d'adapter l'alimentation. Les maladies cardiovasculaires, donc l'athérosclérose notamment, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, où là on va être amené à parler de régime contrôlé en lipides, de régime contrôlé en sodium notamment. Les maladies rénales, pareil, 3 maladies vraiment importantes. L'insuffisance rénale chronique, qui est une maladie passionnante à prendre en charge quand on est diététicien. Comme le disait Nathalie, je fais partie du réseau RENIF, peut-être que vous connaissez un peu, qui prend en charge et qui propose des consultations gratuites pour le patient dans le cadre de leur maladie rénale. Voilà, une maladie passionnante parce que contrôler plusieurs aspects du bilan sanguin. Et donc, c'est vrai que ça demande pas mal de réflexions, je trouve, assez intéressantes. Le syndrome néphrotique, les lithiases rénales, voilà. Et puis, bien entendu, on ne peut pas passer à côté des maladies digestives qui nous occupent en général une grosse partie de l'année quand on est étudiant, avec toutes les pathologies de l'estomac, de l'intestin, et puis on regroupe aussi dedans le foie, le pancréas. Voilà. Et puis d'autres maladies annexes, notamment la mucoviscidose qu'on étudie en pédiatrie, la BPCO, et puis les allergies. Je n'ai pas tout mis, mais voilà, je pense que c'est important d'arriver quand même à organiser tout le programme sous forme de groupe de maladies par organe. Donc, deuxième façon d'aborder aussi ce programme, c'est de connaître les différents régimes. Vous avez dû le voir, on a des régimes qu'on dit contrôlés en énergie, des régimes contrôlés en protéines, en lipides, en glucides, en fibres, etc. Il est question pour chacun de ces régimes d'être capable en général de faire une ration, bien entendu, une ration adaptée, une répartition également adaptée. Si on pense aux glucides, on pense bien entendu aux patients diabétiques pour lesquels on doit répartir les glucides souvent en fonction de son traitement. Voilà, dans le cadre d'un régime contrôlé en lipides, on va penser aux dyslipidémies, où on doit être à mesure de contrôler la quantité de lipides, mais aussi les acides gras saturés. Et dans le cadre de ces régimes aussi, on pourrait attendre de vous d'être capable d'orienter le patient vers des choix alimentaires. Alors, quand on est à l'hôpital et au cours de vos stages, vous avez dû voir que souvent les documents sont tout prêts. Enfin, au fur et à mesure du coup des années, les documents sont prêts et on les donne aux patients facilement. Le jour de l'examen, parfois c'est très chronophage et c'est une question qui peut tomber, qu'on vous demande de donner les choix alimentaires, groupe d'aliments par groupe d'aliments. Et donc là, effectivement, il faut aller très vite. Il faut que les informations soient très bien assimilées pour répondre rapidement à la question. Voilà, il faut être capable de faire des menus aussi, ça c'est très fréquent. Être capable également, dans le cadre de ces menus, de faire des équivalences. Les équivalences qui sont très précieuses, notamment après dans l'exercice au quotidien, parce que les patients nous attendent beaucoup sur ça pour réussir à se sentir un peu libre dans la mise en application de leur régime, entre, vous le faites peut-être, hein, manger du pain, manger des biscottes, manger des pâtes, du riz, de la semoule, voilà, et notamment tout ce qui pourrait être féculent dans le cadre de ces équivalences en glucides. Voilà des régimes adaptés à certains traitements, notamment la corticothérapie, qui tombe quand même assez souvent et qui nécessite justement de faire attention à beaucoup d'aspects nutritionnels. Les plans de réalimentation, pas toujours évident ça pour les étudiants, dans le cadre notamment de la réalimentation après une chirurgie. Ça tombe très souvent et ça demande vraiment d'insister sur la texture, la quantité d'énergie, le type d'aliments, notamment par rapport à la réalimentation en fibres quand il s'agit d'une maladie intestinale. Voilà, et puis connaître les différents modes d'administration. Est-ce qu'on va alimenter notre patient par voie orale? Est-ce que ça va être par voie entérale ou éventuellement parentérale? Alors, la nutrition parentérale, ce n'est pas tellement du ressort du diététicien, mais c'est vrai qu'on vous demande quand même de savoir ce que c'est et de savoir quand est-ce que c'est mis en place. Troisième partie, la démarche de soins diététiques. Depuis quelques années, le diététicien doit, dans le cadre de la rédaction du sujet, s'astreindre à une démarche très précise qui prend en compte donc plusieurs aspects,
notamment un aspect important qui est ce qu'on appelle le diagnostic diététique, qui repose donc sur une présentation avec, toujours dans l'ordre, le problème du patient, la cause et les signes et les symptômes associés. Diagnostic diététique que vous serez amené notamment à mettre, par exemple, dans le dossier médical du patient ou également dans les dossiers partagés si vous travaillez notamment en libéral et avec des médecins. Et après, donc, il faut proposer le plan de soins diététiques où on va définir des objectifs thérapeutiques. Par exemple, l'objectif thérapeutique peut être de diminuer la glycémie pour un patient diabétique, un objectif éducatif, préventif, avec ensuite des préconisations et une planification de ce que vous allez mettre en place avec le patient. On peut même vous demander de faire une évaluation de ce que vous avez mis en place et de montrer comment vous allez suivre le patient à partir du programme que vous avez proposé. Ça, c'est une partie qui est quand même très exigeante, qu'il ne faut pas bâcler et il faut s'entraîner. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Nathalie, est-ce que vous voyez des choses? Oui, c'est un petit peu coupé là, Virginie. Ouais. On vous a perdu, mais très peu de temps. Et je vais voir s'il y avait... oui. Mais là, juste là, tout à l'heure. Ouais. En fait, il y a une question sur le recueil des données de Clarisse. Donc, est-ce qu'il doit être sous forme de tableau? Alors, c'est vrai que souvent, on présente le recueil de données sous forme de tableau. Alors, parfois, c'est exigé. C'est-à-dire que dans le sujet, il y a une annexe à remplir. Donc là, bon, il n'y a effectivement pas de questions à se poser. Le tableau qui est donné en annexe. Parfois, il n'y a pas de tableau. Donc, ça veut dire que là, on vous laisse la liberté de le faire comme vous le souhaitez. Je trouve personnellement que le tableau est plus clair pour vous, déjà, pour je dirais vraiment réussir à synthétiser les du patient. Et puis, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un correcteur derrière. Et c'est vrai que quand on corrige des centaines et des centaines de copies, c'est possible d'avoir des copies claires, bien organisées. Le tableau permet clairement cela. Il permet d'avoir accès aux informations de façon rapide. C'est vrai que je suis souvent tentée d'encourager les étudiants à faire des tableaux. Très bien, merci Virginie. Donc, on peut passer à la deuxième partie si vous le souhaitez. Donc, qui apparaissait, voilà, hop, juste après. Alors, c'est dommage, ça coupe un peu, Virginie. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Virginie, on vous a perdu. Ouais, ça coupe beaucoup. Alors, on a perdu Virginie. J'espère qu'elle va se reconnecter. Désolée. Je me suis reconnectée. Voilà. Désolée, je vais jeter un petit coup d'œil quand même à ma connexion. Apparemment, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, désolée. On vous a retrouvé. Désolée, je n'avais pas de problème aujourd'hui. Donc, voilà. Vous alliez partager l'écran. Voilà. Il est toujours partagé, je crois. Non, là, il n'est pas partagé. Hein. Alors, je vais revenir. Voilà. Je reviens à Zoom. Ça, c'est départagé. Hop. Donc, écran partagé. Je le repartage tout de suite. Voilà. À partir de la diapositive actuelle. Parfait. On voit bien le cas clinique. Voilà. Donc, oui, je disais, c'est un petit cas clinique simplement pour essayer d'initier quelques questions et puis d'initier quelques réflexions.
Donc là, j'ai choisi Monsieur C qui a 55 ans, qui fait 1m76, 90 kg. Je vous ai donné donc son IMC qui est de 29 kg par mètre carré et son tour de taille qui est de 110 cm. On a les résultats du bilan sanguin. Alors, bien entendu, à l'examen, vous avez les valeurs normales qui vous permettent de vous repérer. Ce qu'on attend de vous, c'est pas tant de connaître les valeurs, même si je pense que c'est intéressant quand même dans la pratique au quotidien de savoir quelles sont les valeurs normales de glycémie, de HDL et de triglycérides, parce que forcément, après, c'est beaucoup plus fluide aussi dans l'échange avec le patient. Mais le jour de l'examen, bien entendu, vous avez les valeurs et donc il faut être capable surtout d'analyser ces valeurs et de proposer une prise en charge adaptée. Voilà, donc là, je vous ai mis une glycémie à 1,15, je vous ai mis un taux de HDL à 0,39 et un taux de triglycérides un petit peu élevé. Donc, l'idée ici, si on regarde de plus près, on n'a pas d'enquête alimentaire, donc en termes de diagnostic diététique, ça va être plutôt rapide. Mais si on analyse nos données, on voit qu'on a un patient qui est en surpoids, on voit qu'on a un patient qui a un tour de taille qui est très élevé, une hyperglycémie qui ne nous met pas en situation ici de diabète, mais de sensibilité au glucose, le taux de HDL qui est bas et le taux de triglycérides qui est élevé. Donc, en termes de diagnostic, on peut ici voir qu'on a un syndrome métabolique. Dans le cadre du syndrome métabolique, on est obligé, donc, avec ce patient, de proposer des régimes différents, enfin, des régimes, variés. On a le régime contrôlé en calories, en énergie, compte tenu de son surpoids. On a un régime contrôlé en glucides, compte tenu de l'hyperglycémie. Contrôlé en lipides également, dans l'intérêt notamment de faire diminuer le taux de triglycérides et d'améliorer le taux de HDL. Donc, il s'agirait de lui faire une ration qui serait en général réduite d'un tiers de ses ingestats. Bien souvent, vous les avez, les ingestats, le jour de l'examen, avec une alimentation qui serait protéinée autour de 15 à 20% de l'apport journalier. Et puis, au niveau des lipides, d'être aux alentours de 35% à peu près, avec un apport glucidique qui serait en général maximum à 50%. Alors, le jour de l'examen, en tant que correcteur, on a des valeurs moyennes, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de donner des quantités de glucides dans une certaine fourchette de valeurs. C'est important de le prendre en compte. Il n'y a pas une valeur stricte à donner obligatoirement. Il faut bien entendu que toute votre prise en charge soit cohérente. Voilà. Et qu'on ait justement ces différents régimes qui s'articulent bien entre eux pour que ça soit faisable pour le patient. Voilà, donc après, en termes de prise en charge, on a le bilan à faire avec le patient, un suivi qui va permettre d'accompagner le patient dans sa prise en charge en vue qu'il perde quelques kilos. Et pour faire monter le taux de HDL, il va falloir bien sûr proposer en parallèle une activité physique. Il est fort probable ici qu'on ait un patient qui soit plutôt sédentaire compte tenu du résultat. Voilà, donc il faudrait se préparer à prévoir justement des choix alimentaires adéquats qui tiennent compte de tous ces régimes, d'être capable de faire un menu. Il n'y a pas forcément besoin ici de faire une collation, étant donné qu'on peut tout à fait rester en 3 repas, qu'il n'est pas diabétique. Visiblement, là, il n'y a pas particulièrement de traitement. On est vraiment dans un stade préventif pour le patient. Voilà. Donc, peut-être on peut passer aux questions. Alors, j'ai une question de Thibaut qui me demande donc, sur quel poids se baser pour le calcul de l'AEC du patient en surpoids. Oui, alors tout dépend pour calculer les besoins en fait, c'était ça. Dans le cadre du calcul des besoins, en général, on prend comme poids le poids idéal du patient, si on veut vraiment évaluer ses besoins. Tout dépend après comment vous allez utiliser cette valeur. C'est-à-dire que si on veut évaluer la dépense en fait calorique quotidienne, on prend le poids actuel du patient.
C'est-à-dire que si on veut vraiment être au point sur combien de kilojoules ou de calories il va dépenser, on calcule avec son poids actuel. Si son poids, en cas de surpoids actuel en l'occurrence, si on veut se projeter sur réellement ses besoins en énergie, à ce moment-là, on peut prendre son poids idéal. Alors, il y a plusieurs façons, hein, évidemment, après, d'envisager la perte de poids et d'envisager un apport énergétique adapté à la perte de poids, mais les deux sont possibles, hein. Après, c'est plus difficile d'évaluer le nombre de kilos perdus quand on n'a pas calculé la dépense du patient, la dépense de calories du patient, pour la confronter à l'apport énergétique qu'on va lui proposer. D'accord. Clarisse vous demande la formule. Est-ce qu'il y a une formule spéciale? Alors, la formule, peut-être qu'elle peut préciser. Pour ne pas se tromper entre problème diététique et problème médical. Ah oui, lors du diagnostic, comment ne pas se tromper entre problème diététique? Ça, c'est une autre question, peut-être, je pense. Ah oui, c'est carrément une autre question. Ouais. Ah oui, par rapport à la formule d'évaluation des besoins énergétiques. Donc, alors, attendez, Clarisse, pour le poids idéal, d'accord. Donc, je vais répondre à Clarisse déjà, effectivement, pour terminer. Pour calculer le poids idéal, en général, on se base sur un IMC qui est dans les zones saines. Donc, on a l'habitude, hein, comme l'IMC idéal pour un adulte, c'est entre 20 et 25, on a l'habitude de calculer le poids idéal à partir d'un IMC à 22,5. Voilà. Donc, on fait 22,5 multiplié par le poids et on obtient effectivement, si on fait le calcul de l'IMC inversé, en fait, hein, tout simplement, et on obtient le poids idéal, en fait, avec la taille, pardon. Voilà, donc là, il n'y a rien de compliqué. Après, vous avez la formule de Lorentz aussi qui peut être utilisée pour calculer le poids idéal. Peu importe, hein, à vrai dire, le temps qu'on tombe sur un poids. Pareil, pour le poids idéal, on a une petite fourchette de valeurs considérée comme correcte. Après, il y avait une question, c'était Laetitia, sur la formule d'évaluation des besoins. Il y a la formule de Black qui est une des plus récentes que vous pouvez utiliser, ou la formule de Henry. Voilà, c'est pas. Peut-être qu'on vous donne des recommandations différentes selon les écoles, mais peu importe à la rigueur, hein. Les deux sont équivalentes, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Alors sinon, après, il y avait une question de Thibaut. Donc, ce que je disais tout à l'heure lors du diagnostic, comment ne pas se tromper entre problème diététique et problème médical? Quand on fait le diagnostic, nous, en général, on pose un diagnostic diététique. Le diététicien n'a pas comme recommandation de faire un diagnostic médical. Normalement, en tant que professionnel paramédical, c'est pas nous qui devons annoncer un cancer, par exemple, si jamais on le voit. C'est pas nous qui devons annoncer un diabète. C'est pas nous qui devons annoncer une maladie en tant que telle. Donc, ça veut dire que le diagnostic médical, il est fait par le médecin. Nous, ce qu'on va faire, une fois que le patient est adressé par le médecin, c'est un diagnostic diététique. Un diagnostic diététique, c'est-à-dire qu'on constate que le patient a un apport énergétique qui est trop important, donc on a des ingestats qui sont très élevés, on constate qu'il a un tour de taille qui est très important, et on constate que du coup, il a comme symptômes, alors ça dépend de quoi on parle, mais là en l'occurrence, si on parle d'un diabétique, il n'y a peut-être pas forcément de symptômes, mais on a des signes qui peuvent être liés comme des maux de tête par exemple, et on pose clairement un diagnostic diététique en vue de proposer des conseils diététiques à proprement parler. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question de Thibaut, mais nous on fait un diagnostic diététique, donc on part réellement de l'enquête alimentaire du patient, on va prendre dans sa globalité à partir également des informations qu'on a du bilan de santé. D'accord. Très bien. Il y avait une autre question. Si le poids idéal est irréaliste, peut-on partir sur un poids souhaitable correspondant à un IMC non normal, par exemple en cas d'anorexie ou d'obésité?
Alors, si j'essaye de comprendre un peu la question par rapport à ce qui peut être demandé le jour de l'examen, ce qui est certain, c'est que dans l'activité de diététicien, le poids idéal, on ne l'utilise pas tant que ça. Parce que, notamment, si on a une personne en surcharge pondérale, quand on calcule son poids idéal, si on prend un obèse, imaginons de 120 kg, notamment une femme, si on calcule son poids idéal, parfois ça tombe à 60 kg. On ne peut pas imaginer discuter avec la patiente sereinement et essayer d'établir une confiance dans le rendez-vous si on lui dit que son poids idéal, c'est 60 kg et qu'il faut qu'elle perde 50% de son poids. Donc, dans le cadre de la pratique quotidienne, le poids idéal, on l'utilise très peu. Le jour de l'examen et dans vos études, le poids idéal peut servir à évaluer quels seraient les besoins en énergie de la personne si elle était à un poids idéal. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir une donnée supplémentaire pour savoir à quel apport énergétique vous pouvez lui proposer son régime contrôlé en énergie. Dans le cas de l'anorexie, c'est pareil. Si on a une jeune fille qui fait 37 kilos et que justement aussi on calcule son poids idéal à 60 kilos, on va la faire fuir, ça c'est évident. Donc nous, on peut se le calculer bien entendu comme repère pour évaluer les apports énergétiques qui seraient nécessaires pour stabiliser un poids, par exemple. En aucun cas, c'est un objectif en tant que tel qu'on va présenter à la patiente pour que la relation se passe bien. Il y a une vraie différence, effectivement, entre, peut-être vous avez pu le voir dans le cadre de vos stages, entre l'examen en tant que tel et la pratique quotidienne. Voilà, enfin, comme dans tout apprentissage, il y a une théorie. Donc, il faut d'abord maîtriser, on va dire, la théorie pour ensuite pouvoir, à partir de cette théorie, mettre en place une prise en charge qui soit la plus accessible, la plus pratique avec le patient. Très bien. En tout début de séance, il y avait une question de Nadia, mais je pense que vous y avez répondu. Qu'est-ce qu'un bilan diététique? Est-ce que c'est ce que vous avez énoncé au niveau du diagnostic? Oui. Alors, normalement, c'est ce qu'ils ont dû voir quand ils ont fait la partie régime. Alors, je remets ma diapo. Faire le bilan diététique, c'est faire notamment à partir de toutes les données qu'on recueille du patient, être capable de prendre en considération toutes les données du bilan médical, du bilan de santé qu'on aura obtenu. Voilà. Donc, c'est souvent une question qui est posée sous forme de tableau, comme on avait évoqué tout à l'heure. D'accord. Clarisse vous demande s'il y a bien 3 copies à rendre dans cette matière. Alors, dans le cadre de la matière de base physiopathologique de la diététique, effectivement, comme ce sont 3 correcteurs différents, il y a bien 3 copies à rendre. Il y a la copie de biochimie-physiologie, la copie de physiopathologie et la copie de diététique, de la prise en charge diététique. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important de le prendre en compte parce que sinon, le correcteur n'aura rien à corriger. Enfin, ou alors, il y en a un autre qui aura 2 parties et ça ne sera pas de ses compétences, si on peut dire. D'accord. Virginie, j'avais encore une autre question. Donc, la partie diététique est très longue dans les épreuves. Comment faire pour gagner du temps et travailler efficacement? Oui, voilà. Donc ça, c'est souvent ce que les étudiants remontaient comme peut-être pas une plainte, mais en tout cas comme problème qu'ils rencontraient dans la préparation aux épreuves, notamment dans le cadre de l'épreuve de base physiopathologique de la diététique, où en fait, ils se rendent compte, ils font la partie biochimie, physiologie, physiopatho, et puis parfois, ils se rendent compte qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps pour faire la dernière partie, qui est évidemment la plus importante quand même en termes d'investissement pour son métier. Il faut savoir que souvent, quand même, la partie diététique est plus longue, même si c'est le même nombre de points. Par exemple, la partie physiopathologie, elle est sur 20 points, comme la partie diététique, mais
souvent la partie physiopathologie qui correspond à 3-4 questions, hein, à peu près, elle peut être faite en 1 heure. Voilà. Alors que la partie diététique, il faut quand même y consacrer facilement 1h30. Hein. Moi, j'encourage évidemment à rester autant que possible sur 1h30. Et je dirais qu'il n'y a pas de temps mort, en fait. Il n'y a pas de temps mort. Il faut vraiment faire, comme on dirait, un peu du bachotage, notamment dans les questions sur les choix alimentaires. Il faut que ça sorte tout seul, en fait. Hein. Il faut vraiment se dire, voilà, j'ai mes différents régimes, j'ai mes choix alimentaires à proposer, que ce soit sur les viandes, sur les féculents, sur les légumes, etc. Et tout de suite, souvent sous forme de tableau, c'est plus pratique. Mettre conseillé, pas conseillé, etc. Dans le cadre de la maladie. Il faut que ça aille vite et il faut s'entraîner dans ce sens-là à la maison avec un chronomètre, avec une question à travailler dans un temps défini pour s'obliger à aller vite. Parce que c'est vraiment l'impression qu'on a à l'examen qu'on n'a pas 1 seconde pour souffler. Et si on veut finir vraiment en temps et en heure, il faut vraiment se positionner sur une épreuve où il n'y a pas de temps mort, en fait. Hein. Voilà. Alors, en pratique, c'est aussi comme ça. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de s'y entraîner. C'est que quand vous êtes en consultation avec un patient que vous ne connaissez pas et à qui vous devez finalement, au bout de 45 minutes ou On vous a perdu, Virginie. de nouveau. Ah voilà, ah, ça y est, on vous Ouais. retrouve. Ouais, c'est bon. C'est bon, on vous a retrouvé. Ok, voilà, pardon. Aussi un peu. Moi, j'ai de libérer. On a un patient qui en l'occurrence. On vous repère. Alors, attendez, je vais essayer de changer. J'essaye de faire différemment. Je ne sais pas si ça va être mieux. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez? On vous entend très bien. Parfait. Ok, Voilà. très bien. Voilà, donc simplement pour finir mon idée, il faut s'habituer à travailler vite parce que dans la pratique professionnelle, avec le patient, voilà, tout faire en 45 minutes ou 1 heure, c'est un vrai défi au début, notamment quand on commence à travailler. Voilà. Après, il y a l'habitude qui vient et les années qui font qu'on va plus vite. Mais cette impression de devoir faire beaucoup de choses pendant l'épreuve, vous la ressentirez aussi après dans votre pratique. Très bien, merci Virginie. Une autre question de Clarisse, pour prioriser au niveau des régimes, s'il y a plusieurs pathologies, comment faire? Ouais. Alors ça, c'est effectivement la difficulté, notamment quand on est étudiant, de se dire par quoi je commence. Alors, il faut se positionner par rapport à un enjeu de santé. Qu'est-ce qui est prioritaire pour le patient? Comment vont se faire les conséquences d'une maladie sur l'autre? Si on prend le cas le plus fréquent où il y a beaucoup de régimes, c'est le cas du patient donc diabétique qui cumule plusieurs complications, notamment cardiovasculaires, notamment au niveau rénal. Et donc, on se retrouve effectivement avec plein de régimes. Là, il faut bien comprendre, dans le cas de ce patient, que, en fait, c'est la glycémie qui va porter atteinte aux autres organes. Donc, c'est un état d'hyperglycémie qui va contribuer à augmenter le risque cardiovasculaire, qui va contribuer aussi à aggraver la fonction rénale. Donc, la priorité avec un patient comme celui-ci, c'est absolument d'agir pour contrôler la glycémie. Donc ça, c'est du coup votre régime contrôlé en glucides qui est vraiment très important. Alors après, on sait que la glycémie, elle dépend du traitement, si on a un patient qui a des médicaments, elle dépend de son poids, puisqu'il y a une insulinorésistance qui va faire que le patient va pouvoir avoir un taux de glucose trop élevé. Voilà, donc quand on a un patient qui est très obèse, peut-être qu'effectivement, la priorité, ça va être de se dire, il faut absolument qu'il maigrisse, en fait, pour réduire l'insulinorésistance. Après, si on a un patient qui a une insuffisance rénale très avancée, donc une insuffisance rénale chronique de stade 4, par exemple, sévère,
peut-être que là, il va falloir vraiment insister sur le régime de l'insuffisance rénale et notamment le régime contrôlé en protéines pour éviter que la fonction rénale ne s'aggrave. Donc, c'est la difficulté, je dirais ultime quand on est diététicien. Et d'ailleurs, quand on est dans l'exercice professionnel, notamment à l'hôpital, il y a des staffs, il y a des réunions de toute l'équipe qui permettent justement de dire, bon, quelle est la priorité, qu'est-ce qu'on met en place, et de discuter avec le médecin pour savoir ce que lui considère comme prioritaire. Voilà. Donc, à l'examen, en général, on vous oriente, on vous guide, on vous donne des pistes pour essayer de comprendre justement ce qui est prioritaire. D'accord. Margot, d'ailleurs, fait cette remarque, si on se justifie, il n'y a pas de mauvaise… Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse? Je pense que elle voulait dire si on Oui, priorise certes. mal. Oui, voilà, effectivement. Alors, c'est difficile de dire qu'il n'y aurait pas de mauvaise réponse parce que si la réflexion ne va pas dans le bon sens ou si peut-être vous avez oublié un élément qui était important dans les connaissances à acquérir, peut-être qu'on pourrait vous reprocher que votre réflexion ne soit pas bonne. Peut-être, hein, quand même. Après, si la justification se tient et que les idées s'enchaînent et que, effectivement, avec vos explications, on considère que c'est cohérent et que c'est recevable, oui, à ce moment-là, évidemment, peut-être, il y a plusieurs façons de noter, bien entendu. Et dans le cas où il y a plusieurs régimes, parfois c'est un peu tendancieux en fait. Parfois on peut se dire la priorité ça va être ça ou la priorité ça va être ça. En général à l'examen ils évitent d'avoir des sujets où ça fait débat. C'est pas le but le jour de l'examen d'avoir une maladie où finalement on pourrait peut-être avoir un diététicien qui ferait comme ci, un diététicien qui ferait comme ça. L'idée, c'est d'avoir quand même un certain consensus dans la prise en charge qu'il faudrait mettre en place. C'est plutôt dans la pratique où ça se discute vraiment. D'accord. Et vous avez une certaine méthodologie pour ne pas se perdre quand il y a plusieurs régimes pour une maladie donnée? Alors moi, j'encourage vraiment les étudiants à avancer régime par régime, entre guillemets, c'est-à-dire que dans le développement, quand ils présentent tous les besoins nutritionnels du patient, de vraiment se poser en disant, alors, contrôler en énergie parce que mon patient est en surpoids, parce qu'il est obèse, qu'est-ce que je fais? Contrôler en protéines, qu'est-ce que je fais? Mon patient est obèse, donc il faut évidemment avoir un apport en protéines qui soit suffisant. Ah oui, mais attention, il a une insuffisance rénale, donc je ne peux pas trop monter en protéines parce que sinon, je contribue à altérer la fonction rénale. Voilà. Ensuite, contrôler en lipides. OK, mon patient, il a des risques cardiovasculaires. Donc, effectivement, il faut que je contrôle en lipides ça, ça, ça et ça. Voilà, d'essayer vraiment d'avancer nutriment par nutriment. Et pour chaque nutriment, d'avoir sur son brouillon toutes les maladies qu'a le patient, de systématiquement associer le régime à la maladie. Voilà, sachant que là, on est vraiment dans le cas, je dirais, le plus complexe. Toujours plein de régimes à faire. D'accord. Pour travailler, est-ce que vous utilisez des cartes mentales ou pas dans cette matière? Alors, c'est vrai que personnellement, je n'ai jamais utilisé ce genre de méthode, mais on peut, oui, on peut imaginer que ce soit un outil à utiliser. Ouais, d'accord. Bien sûr. Très bien. Et on me demande aussi si vous conseillez de faire un brouillon le jour de l'examen, est-ce qu'il y a le temps? Alors, ça dépend de quel genre de brouillon on parle. S'il s'agit de rédiger sa réponse avant, là, effectivement, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps de rédiger une réponse et de la recopier le jour de l'examen. S'il s'agit d'avoir un brouillon comme prise de notes et mots-clés, moi, je conseille vraiment. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre sujet, vous allez avoir des stabilos. Une copie d'examen où il n'y a pas de stabilo, moi, je trouve que c'est risqué. Donc, il faut vraiment prévoir ces surligneurs le jour de l'examen et prendre une couleur pour toutes les maladies, prendre une couleur pour les résultats du bilan sanguin, par exemple, et puis sur son brouillon, de mettre les mots-clés. Voilà. Parce que parfois, on a des étudiants qui passent à côté parfois de juste un mot, un ou deux mots, et ils passent à côté du sujet parce que ce mot-là, il était absolument important.
D'où l'intérêt de bien connaître les termes médicaux aussi, parce que ça peut être crucial un jour d'examen. Voilà, donc une feuille de brouillon, je conseille personnellement d'en avoir une à proximité pour noter vraiment ce qui est important, les mots-clés à ne pas oublier. Voilà, dès que vous pensez à une maladie, vous avez en général quelques mots-clés qu'il faut mettre dans la copie. Et là où c'est crucial aussi, c'est que quand en physiopathologie, on vous demande une définition, en fait, vous êtes noté sur les mots-clés qui ressortent. Donc, il y a plusieurs mots-clés dans la définition. Et voilà, je ne sais pas, imaginons, il faut 6 mots-clés pour une définition, vous serez noté tous les points s'il y a les 6 les points diminueront si vous avez mis que 3 ou 4 mots-clés de la définition. Hein, parce que ce n'est pas tant apprendre par cœur forcément la définition, mais c'est plutôt remettre les points stratégiques et les mots stratégiques d'une définition. Voilà. Et puis parfois, on a une idée qui nous vient en tête, c'est bien de la noter pour plus tard aussi. Parfois, quand on réfléchit, ah oui, ça, il ne faut pas que j'oublie, mais ça sera tout à l'heure. C'est pas mal de le noter pour s'en souvenir et pas se dire, mince, tout à l'heure, j'avais une idée, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, un petit brouillon pense-bête, je dirais. D'accord. Laetitia demande comment savoir quel mot-clé est important. Oui, alors normalement, dans le cadre des études, moi je sais que souvent, enfin, avec les étudiants, j'insistais sur les mots-clés. Je disais, voilà, ce mot-là, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est très important de le mettre dans la définition. Dans les ouvrages aussi, on essaye vraiment de mettre vraiment en avant, en valeur, les mots pour lesquels il ne faut surtout pas passer à côté. Après, ça nécessite de bien comprendre la définition et de voir, voilà, ça c'est ma définition. Si j'enlève ce mot-là, est-ce que ça change le sens de la maladie, de la définition de la maladie? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Si vous trouvez qu'en enlevant ce mot-là, ça change tout, par exemple, imaginons le diabète, c'est un état d'hyperglycémie à jeun. Bon, évidemment, si vous enlevez à jeun, ça ne veut plus rien dire. Parce que l'état d'hyperglycémie, si vous venez de manger 3 fruits ou une assiette de pâtes, vous êtes en hyperglycémie. Pour autant, vous n'êtes pas diabétique. Donc voilà, c'est un exemple peut-être un peu simple, mais c'est justement pour comprendre comment un seul mot peut vous changer une définition, là notamment pour la définition du diabète. Parfait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Merci en tout cas Virginie pour cette séance. Donc j'espère que c'était clair pour tout le monde. Donc voilà, on attend une petite minute voir s'il y en a d'autres questions. Et sinon, donc je vais enregistrer cette séance et donc j'enverrai à tous les participants le lien YouTube pour aller la revisionner. J'en profite pour vous indiquer que nous organisons des stages au mois de mai, et donc en ligne, hein, avec toutes les matières. Donc c'est pareil, donc sur le mail, vous aurez l'ensemble des formations qui sont données, et notamment donc Virginie va s'occuper de la diététique thérapeutique et l'autre matière, Virginie… La physiopathologie. Et la physiopathologie. La physiopathologie, voilà. Donc, ce sont des modules de 6 heures, donc pour réviser de façon intense votre examen. Laetitia me demande, est-ce qu'une épreuve souvent bien réussie? Je ne comprends pas la question. Oui, ça dépend peut-être de l'épreuve. Si c'est l'épreuve de base physiopathologique de la diététique, effectivement, pour terminer peut-être sur cette question-là, c'est une épreuve qui peut être très bien réussie parce que ça tombe sur une maladie qu'on étudie dans sa globalité. C'est intéressant quand on fait ces stages surtout de prendre en charge plein de patients différents avec différentes maladies, parce qu'une fois qu'on a pris en charge un patient dans son stage, le jour de l'examen, voilà, si on prend en charge une insuffisance rénale, notamment pour son mémoire, le jour de l'examen, si on tombe sur une insuffisance rénale, en général, on se sent très à l'aise. Donc, ça peut être très, très bien réussi. Il y a parfois d'excellentes notes quand la pathologie est bien maîtrisée et le régime aussi. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention.
Merci Merci Nathalie. beaucoup. Et puis peut-être à bientôt alors. Peut-être à bientôt. Des stages. Ok. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Bon week-end à tous et à bientôt. Au revoir.